On va revenir à votre livre avec ce magnifique titre, La Nation debout. Dans votre livre, vous rappelez, Aviva, les débuts d'Israël sans eau potable, même une crise économique de grande ampleur qu'on a oubliée aujourd'hui, avec des rationnements très très stricts, 1600 calories par personne et par jour. C'était loin, très loin d'être le pays où coulait le lait et le miel toutes les premières années. Vous le dites dans le livre, dans les années 50, le pays vit comme l'Amérique des années 1800. C'est incroyable. Est-ce qu'on a un peu trop oublié ça aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est embourgeoisé en Israël d'une certaine façon? Il est vrai qu'Israël, dans ses premières années, ne ressemblait absolument pas à Israël aujourd'hui. Et lorsque j'ai fini d'écrire ce jour, c'était le 75e anniversaire de l'État d'Israël, et j'ai parcouru le pays et j'ai été émerveillé par la modernité d'Israël. Vous savez, la high-tech, la cuisine, la culture. Mais effectivement, dans les années 1940-1950, c'était complètement différent. Israël était très pauvre, combattait des voisins qui essayait de l'exterminer. C'était un pays d'immigrants, de réfugiés qui eux aussi étaient désespérément pauvres et qui essayaient de vivre tout en combattant cette guerre de survie. Et les gens étaient souvent dans des camps d'accueil d'immigrants, parfois dans des cabanes sans eau potable. Et ce qui est ressorti à mes yeux, c'est que dans ce contexte où Israël était un pays en voie de développement, et bien malgré tout, Israël a créé une agence de coopération internationale, l'agence Majav, et il l'a fait avant les États-Unis, avant la Grande-Bretagne, avant les Nations Unies. C'est un des premiers pays au monde à avoir tendu la main en geste d'amitié à d'autres pays au monde. Et c'est une histoire qu'on a effectivement oubliée. C'est un travail qui se poursuit encore aujourd'hui. Et je parle dans mon livre d'une vingtaine d'Israéliens qui continuent à mener ce travail à travers des organisations exceptionnelles, ce qui nous rappelle les valeurs véritables et le cœur véritable des Israéliens. On va continuer à en reparler, Aviva, mais je voudrais faire intervenir Myriam qui est en plateau avec nous. Quand on parle d'embourgeoisement éventuellement des Israéliens pour cette génération, la génération qui nous précède à nous, qui n'avait pas forcément de frigo, qui n'avait pas forcément la possibilité d'acheter des biens de consommation courante qu'on connaît aujourd'hui, ça rentre dans cet Israël qui a changé, qui a évolué, qui est rentré dans le concert des nations. Oui, alors nos parents avaient des frigos, mais nos grands-parents peut-être pas, effectivement. Vous savez, quand je donne des conférences Taglit en ce moment, je leur dis toujours, je leur parle de la guerre d'indépendance. Et je leur dis, vous voyez, c'était un petit peu comme maintenant, sauf qu'ils n'avaient pas la clim et ils n'avaient pas Walt. Parce que c'est vrai, c'est-à-dire que le fait d'avoir une guerre ouverte sur plusieurs fronts, le fait d'être dans l'attente d'une attaque et tout ça, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils l'ont fait dans des conditions bien plus difficiles. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait en première partie d'émission, à savoir la fameuse résilience. On a parlé de patrimoine génétique tout à l'heure, mais c'est peut-être tout simplement une culture qui se transmet. Je trouve ça très fascinant. Vous savez, on dit souvent que les cultures, quand elles s'embourgeoisent, elles finissent par s'endormir sur leur laurier. Certains peuvent dire que c'est ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, quand on apprécie la vie facile, la dolce vita, qu'on a envie de vivre à l'occidentale, à l'européenne, et les Israéliens sont toujours un peu pris entre ces deux pôles. Et s'il y a bien quelque chose qu'elle a prouvé, cette génération, la fameuse génération TikTok, dont que personne ne tenait en grande estime, on a reçu des représentants sur notre plateau toutes ces dernières semaines, que en fait justement la jeunesse israélienne, elle a aucun problème à replonger dans ses racines justement et d'aller dans le courage et d'aller parfois être vraiment de se contenter de rien et de vivre les épreuves avec le sourire. Donc je pense que il y a la culture israélienne. Aujourd'hui on a Walt, on a Amazon, on a la clim, mais il n'empêche qu'on est capable de tenir la durée comme nos ancêtres. Et pour savoir comment on va évoluer, c'est pas mal aussi parfois de se retourner vers notre passé. Et vous le dites aussi dans votre livre, Aviva, malgré le fait qu'Israël vivait sans rien, ou avec très peu en tout cas, eh bien Israël se trouvait partout, même à l'époque, même au début de sa création, dans des endroits parfois les plus improbables du monde, pour améliorer la qualité de vie des autres habitants, et ce donc
depuis la création de l'État. C'est ça, pour vous, l'essence d'Israël? C'est ce que vous essayez de faire comprendre à ceux qui ne nous connaissent pas, en fait? Oui, partiellement. Israël, en menant ce travail de coopération internationale, était présent en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, et a continué à le faire, même quand la politique était un obstacle. Après la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, les nations arabes ont menacé d'un embargo pétrolier contre tous les pays qui avaient des relations diplomatiques avec Israël. Donc, nombre des pays avec lesquels Israël travaillait ont rompu les relations. Malgré tout, Israël a continué à envoyer des agriculteurs, des médecins, des agronomes, des éducateurs, des personnels de santé vers ces pays pour les aider. Cela montre bien les valeurs défendues par les Israéliens, parce qu'ils ont continué à le faire, même s'ils n'en retiraient rien sur le plan politique. Et dans mon livre, j'écris pourquoi Israël poursuit ce travail jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit que les raisons à ça sont l'idéalisme, le pragmatisme, l'aventure et la chutzpah. Il y a cette notion de tikkun olam, de réparation du monde, c'est-à-dire que nous devons œuvrer. Il y a aussi le pragmatisme, parce qu'il y a aussi des bénéfices à aider les gens. Cela peut être des bénéfices économiques, et nous savons qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui vont se promener après l'armée et souvent mènent créent des amitiés et veulent aider. Et ensuite, il y a aussi cette chutzpah israélienne, ces Israéliens qui ont le culot d'aller dans des pays avec lesquels Israël n'a parfois pas de relations diplomatiques et qui risquent leur vie et risquent peut-être d'être arrêtés, voire exécutés dans certains cas. Voilà, vous citez une phrase de David Ben Gurion qui disait « Israël a reçu un privilège historique qui est aussi un devoir, tenter de résoudre les problèmes centraux de l'humanité ». Ça, c'est quoi? Ça, c'est de l'idéalisme? C'est de la naïveté? C'est quoi? Un peu des deux en même temps? Non, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est exactement la manière dont Israël est présent dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté de l'idéalisme et nos valeurs qui nous disent que même quand la situation est difficile, il faut faire les choses qui sont nécessaires. Et c'est aussi le pragmatisme. C'est un pays qui veut vivre une vie confortable et c'est un des pays où il y a un indice de bonheur le plus élevé. Donc Israël veut profiter de son succès, mais veut aussi partager son succès et son bonheur avec les autres. Et cela montre la qualité du facteur humain en Israël. Je vais donner la parole à Myriam pour vous poser une question. Seule à vous, je peux la poser, cette question. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu l'espèce de petit enfant à lunettes dans la classe qui n'est apprécié par personne, mais qui essaye, en donnant des bonbons à la récréation, de se faire aimer? C'est ça un peu? Non, là là, je l'aime pas cette métaphore. Non, mais disons que on a beaucoup parlé des origines de l'État et j'ai envie de reparler de Ben Gurion du coup qui dit ce qui compte c'est pas ce que les goïs pensent, donc ce que les non-juifs, les autres nations pensent. Ce qui compte c'est ce que les juifs font. Et je pense qu'en fait, elle est là la question, c'est-à-dire que les juifs ont créé une culture, d'accord, qui est de façon presque quasiment universelle positive. D'accord, qui apporte du positif à la médecine, à la science, aux arts, à toutes les avancées dont on a parlé maintenant, technologiques, etc., etc. Et donc, bien entendu que les partager avec le reste du monde, c'est quelque chose d'important. Mais finalement, est-ce que c'est pour ça que les Juifs sont dans ce genre de découverte et d'invention? Non, ils le sont parce qu'ils sont le produit d'une culture qui les pousse à être dans la recherche, à être dans l'innovation, à être dans le questionnement permanent. Et donc, c'est comme ça qu'on devient un membre productif de la communauté juive ou de la société israélienne, ou des deux en général, puisqu'on peut être israélien non juif et avoir totalement intégré ces codes-là. Donc, si vous voulez, en fait, je pense que le fait que ça intéresse à l'export, c'est un petit peu secondaire, à mon sens, au fait que l'ADN israélien, c'est de produire, c'est de trouver des solutions, c'est de régler des problèmes.
Vous vous concentrez, Aviva, et ce sera peut-être ma dernière question, vous vous concentrez dans votre livre sur les Israéliens. Et on a bien le sentiment, finalement, à travers les générations, à travers les décennies, que les Israéliens, c'est la force vive du pays, c'est ce qui fait et qui rend ce pays majestueux. Vous ne parlez pas vraiment, à part certaines références à David Ben Gourion, à Golda Meir également, des politiques, de nos hommes et de nos femmes politiques israéliens. Vous faites bien la différence entre cette société civile et puis cette société politique, ces hommes et femmes politiques qui ne sont pas forcément tout le temps le reflet de cette société vibrante. Vous parlez des dirigeants politiques d'aujourd'hui dont je ne parle pas dans le livre. Oui, c'est vrai. Je parle des dirigeants politiques des premières années d'Israël parce que je parle de ces années formatrices pour Israël. Évidemment, quand il y a eu la déclaration d'indépendance, il a été dit dans cette déclaration d'indépendance qu'Israël tendait la main aux pays arabes et aux autres pays du monde et aussi au peuple juif et l'invitait à participer à la construction d'Israël. Et c'est une idée fondatrice qui perdure encore aujourd'hui. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a des pays qui veulent créer des partenariats et d'autres un peu moins, mais je crois que le peuple juif et le peuple d'Israël méritent les meilleurs dirigeants possibles, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais l'histoire de ce livre, Stand Up Nation, veut dire en fait que nous sommes les auteurs de notre propre histoire. En 48, nous avons travaillé dans les circonstances les plus difficiles et Israël a décidé de se défendre et aussi d'aider le monde. Et aujourd'hui, alors que nous vivons une des périodes, un des chapitres les plus sombres et les plus tristes de l'histoire, nous avons aussi un choix à faire. Quelle place voulons-nous avoir dans le monde? Voulons-nous être traités comme des gens qui sont ignorés et marginalisés, ou voulons-nous décider que c'est à nous de décider de notre futur, de décider de notre place dans le monde? Est-ce que nous voulons être le Startup Nation, la Stand-Up Nation, ou nous isoler? Et nous voyons effectivement que les Israéliens veulent participer à la vie du monde. Ce qui est intéressant également dans ce livre, Myriam, on a fait une émission un peu feel good ce soir peut-être, mais c'est important aussi de prendre du recul, de se rendre compte que ce tout petit pays, il a que 70 ans et plus, et qu'en fait sur l'échelle de l'humanité c'est pas grand-chose, et qu'on a réussi à faire pas mal de trucs quand même pendant cette petite période. Déjà oui, et puis Nathalie, vous connaissez mon hobby qui est de me mettre dans le ChatGPT et de comparer Israël à d'autres pays. Vous connaissez ma manie de faire ça. Et ce que je dis toujours aux gens qui sont un petit peu désespérés, encore une fois ça rejoint la résilience, c'est de penser à toutes les guerres qu'ont subies les pays européens avant de devenir la fameuse Europe stable et morosement prospère qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, et donc et je pense qu'effectivement, garder du recul, comprendre que la naissance d'un pays, son émergence, sa stabilisation, c'est un processus très long et c'est un processus difficile et qu'on est encore dedans. On est